which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. Le jour J, c'est une aventure que chacun de nous a vécue ici, et ce jour-là, on a tous senti qu'on participait à un événement hors du commun. Il faisait nuit noire quand on a commencé à embarquer les troupes. On s'est levé à 3 heures du matin, on a descendu les échelles de corde. On devait lancer la première vague d'assaut du jour J. On était encore des gamins, on avait 23, 24, 25 ans. Notre mission était de neutraliser les canons qui étaient pointés sur Omaha Beach et Utah Beach. Les consignes étaient de ne ramener personne, mis à part les blessés et les morts. On a dû utiliser nos casques pour écoper le bateau. En m'approchant de la plage, j'entendais les balles percuter le côté de mon bateau. Les canons de 88 nous ont pris pour cible. Les balles traçantes passaient au-dessus de nos têtes. Sur les 36 soldats que j'ai emmenés, il n'y en a pas un seul qui s'en est sorti. J'ai supplié Dieu. Je lui ai dit, mon Dieu, tu peux me demander ce que tu veux, je le ferai. Mais fais-moi sortir de cette plage sain et sauf. J'étais épuisé, j'avais peur, j'étais trempé. L'eau était glaciale. C'est quelque chose que j'essaie d'oublier, mais cette vision revient toujours. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Washington. The War Department says it has no information on reports by the German radio that invasion operations have begun on the French Channel coast. L'Angleterre était envahie de matériel et de troupes. On disait en plaisantant que c'était les ballons de barrage qui empêchaient l'île de couler. On a passé 9 mois là-bas à se préparer. On a fait plusieurs sauts d'entraînement, dont un de nuit. Ça ressemblait à la France, donc on a compris où ils allaient nous envoyer. Je me souviens qu'il y avait des haies. Tout le monde attendait qu'il se passe quelque chose. On pensait au pays. C'était très émouvant de se retrouver sur ce bateau en sachant où on serait le lendemain. On sentait que quelque chose d'important allait arriver, et quand on nous a dit qu'on partait et que j'ai appris qu'on allait à Southampton, j'ai tout de suite pensé qu'on allait embarquer pour la France. Ils nous ont mis derrière des barbelés. Il y avait des gardes à l'extérieur et à l'intérieur. Personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Ça a duré une semaine. On savait qu'on serait en première ligne quand la bataille commencerait. Je pense qu'on était tous conscients de ce qui allait se passer. On savait que le général Eisenhower avait dit qu'il y aurait 94% de pertes. Tout le monde était au courant. Bien sûr, on n'était pas censé le savoir, mais on le savait. On ne peut pas dire qu'on a été pris au dépourvu. On se demandait tous comment on réagirait si on se faisait tirer dessus. C'était un moment très angoissant pour tout le monde. Il fallait que le ciel soit assez dégagé pour qu'il y ait une couverture aérienne. Il fallait qu'on arrive à marée haute, le plus près possible d'un soir de pleine lune, pour que la vision soit bonne. Et la marée devait être haute pour qu'on puisse passer au-dessus des poteaux sur les plages. Le 5 juin est arrivé. Et on nous a dit qu'on allait partir ce jour-là. On était tous en tenue, prêts à y aller, mais on a entendu dire que notre mission avait été annulée parce qu'il ne faisait pas assez beau.
Il y a eu des orages pendant toute la semaine précédente et le seul moyen qu'on avait de prévoir le temps qu'il ferait, c'était de surveiller les systèmes météorologiques qui se déplaçaient au-dessus de l'Atlantique Nord. Et la veille du jour J, on a observé une crête de haute pression qui montait depuis les Açores. Ça voulait dire qu'on pouvait y aller. It is now too early to try to guess what the Allied command's objectives might be. On a reçu des instructions pour effectuer quelques missions avant le jour J. Et puis, pour le débarquement, ils nous ont montré le terrain sur une maquette et on a eu un briefing. Ils nous ont expliqué ce à quoi on pouvait s'attendre. On nous a mis à bord d'un LCA parce qu'on devait lancer la première vague d'assaut du jour J. C'est tombé sur le premier bataillon, ne me demandez pas pourquoi. On n'était pas franchement ravis de se retrouver en première ligne, mais de toute façon, c'était comme ça. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Your task will not be an easy one. Your enemy is well-trained, well-equipped, and battle-hardened. He will fight savagely. Our home fronts have given us an overwhelming superiority in weapons and munitions of war, and placed at our disposal great reserves of trained fighting men. The tide has turned. The free men of the world are marching together to victory. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Quand j'ai vu tous ces avions, j'ai eu pitié pour les Allemands. L'Angleterre avait 2 heures d'avance en été. Il faisait encore très clair. On voyait bien la Manche pendant la traversée. À un moment, je regardais en bas et j'ai vu tous les bateaux qui se dirigeaient vers la France. C'était encourageant. On n'était pas tout seul. C'était très calme. Ils ont distribué des comprimés. Tout le monde était à moitié endormi. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé au-dessus de la péninsule du Cotentin et il fallait sauter. NBC reporters are standing by to bring you the latest invasion bulletins as they come off the wire. Early this morning, the long-awaited British and American invasion began when paratroops landed in the area of the Somme estuary. The German news agency said the Allied invasion operations began with the landing of airborne troops in the area of the mouth of the Seine River. Quand on a aperçu le continent de l'autre côté de la Manche, les Allemands nous attendaient. Ils pensaient qu'on arriverait la veille au soir. Ils étaient prêts à se servir de leur artillerie antiaérienne. Ils nous ont tiré dessus. On volait à environ 120 mètres d'altitude. Dès qu'on a atteint la côte, ça a été... Ils ont appelé ça la nuit des nuits.
Le ciel s'est illuminé, les flaques et les mitrailleuses nous visaient. Les balles traçantes montaient vers nous, j'entendais les balles frapper le côté de l'avion. Je ne peux pas vous décrire ce qu'on ressent quand on risque de se faire tuer. On essayait surtout d'éviter les tirs des flaques. On ne rigole pas quand on se retrouve au milieu de tout ça. C'était le moment pour nous de se battre comme on nous avait appris à le faire. Ça devait faire 5 minutes que l'artillerie antiaérienne s'acharnait sur nous. Ils pouvaient nous avoir à cette altitude, donc on voulait sortir de cet avion le plus vite possible. Quand les flaques ont commencé à nous mitrailler au-dessus des îles anglo-normandes, tout le monde a eu envie de déguerpir. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point tout le monde était tendu. C'était incroyable. On aurait tout fait pour sortir de cet enfer. Il y avait des flaques partout. Je pense que tout le monde voulait sortir de là. On était tous prêts à décamper. Personne ne risquait d'hésiter à sauter. On voulait seulement sortir de l'avion parce que les éclats d'obus étaient assourdissants. On se serait cru dans une ruche. Et il n'a fallu convaincre personne de sauter. Ils ne demandaient que ça. Ils n'attendaient que le feu vert pour s'échapper de cet engin. Il y avait 4 avions dans notre formation. Le 66, c'était l'avion de la compagnie. Sur la gauche, il y avait un avion qui faisait partie de la section. À droite, il y avait le 68, et moi j'étais à l'arrière avec le 69. On a essuyé de nombreux tirs. Et on a vu l'avion de la compagnie se faire abattre. Un de nos avions a été abattu. On a perdu 12 ou 14 hommes. Le capitaine de la compagnie, le caporal-chef. Ils n'ont même pas eu l'occasion d'atterrir. Je crois qu'il y a environ 60 appareils qui ne sont pas revenus en Angleterre. La Lune apparaissait et disparaissait derrière les nuages. Il y avait des choses qu'on apercevait et puis qu'on ne voyait plus à certains moments. On ne savait pas où on était, mais on y était. C'était la pagaille. On se demandait ce qui allait se passer. Tout ce que je voyais, c'était les balles traçantes qui partaient dans toutes les directions. On avait l'impression qu'elles allaient toutes finir entre nos 2 yeux. Mais ça a fini par se calmer. Et voilà, c'était la première fois que je voyais des balles traçantes vertes. Je l'ai raconté à tout le monde après et j'ai appris plus tard que les Allemands avaient effectivement des balles traçantes vertes. Les nôtres étaient rouges. Quand j'ai sauté en parachute le 6 juin, j'ai atterri sur le toit d'une chapelle qui se trouve sur la colline derrière cette église. Et il y avait 2 Allemands qui étaient sur place pour me souhaiter la bienvenue en Normandie. J'ai été le dernier à sauter. Je devais m'assurer que tout le monde y aille. J'étais caporal-chef à cette époque. Il y avait un mot de passe qu'on devait dire après avoir atterri. Il fallait dire « Thunder, welcome » et « Flash ». Et quand j'ai atterri, un autre gars a atterri très près de moi. Je me suis tourné vers lui, j'étais encore dans mon parachute. J'ai ouvert la bouche pour dire le mot de passe et je l'ai entendu crier « Tipper ». On se connaissait très bien parce qu'on avait passé beaucoup de temps à s'entraîner ensemble. On était capable de se reconnaître rien qu'à notre façon de bouger. Il m'a tout de suite reconnu et je l'ai aussi reconnu. J'allais très vite quand j'ai touché le sol. Je n'étais pas blessé, je me suis levé, j'ai enlevé mon harnais. C'était très calme, il ne se passait rien du tout. Personne ne nous tirait dessus au sol. J'ai entendu du bruit dans des buissons. C'était 3 Américains qui étaient ensemble. Les parachutistes ont ouvert la voie et ensuite il y a eu les troupes transportées en planeur. Sans surprise, je crois que tous les planeurs se sont crashés à l'atterrissage. Certains se sont retournés, d'autres ont perdu leurs ailes, mais certains ont quand même réussi à s'en sortir sans trop de dégâts.
Il n'y a eu aucun blessé dans mon planeur, heureusement. The German radio announced, "This is D-Day." Je ne savais pas du tout où j'étais à partir de ce moment-là jusqu'à ce que j'arrive à Saint-Lô. Je pense que j'étais à 20 km de l'endroit où j'aurais dû être. J'étais tout seul, et comme j'évitais les routes, ce qui me faisait le plus peur en fait, c'était quand j'apercevais des vaches. Je m'approchais discrètement des vaches pour voir si un des nôtres n'était pas caché derrière. Je n'ai pas utilisé mon cliqueur. Je n'en ai jamais vu l'utilité. Je l'ai trouvé plus dangereux qu'autre chose. J'entendais les canons qui nous bombardaient sur la côte. J'entendais ça en permanence pendant toute cette période, le matin, le midi, le soir. Et tout près de moi, je voyais les balles traçantes qui montaient. Un Allemand est arrivé juste devant moi. Je ne l'avais pas vu venir, et lui non plus. Heureusement que ma mitraillette était armée. Quand il s'est approché de l'arbre, j'essaie de me souvenir s'il portait son fusil en bandoulière. Je crois bien que oui. Je l'ai criblé de balles avec ma mitraillette. Et à cet instant, j'ai vécu le moment le plus difficile de toute ma vie. Parce que je pensais qu'il y avait une section derrière lui. Quand on entend une balle siffler tout près de sa tête, ce qu'on ressent est indescriptible, parce qu'on comprend que quelqu'un essaie de nous tuer. Je ne peux pas expliquer ce qu'on ressent dans ce cas-là. Il n'y a pas de mots pour ça. Mais ça vous change à jamais. On n'est plus jamais le même après ça. J'ai atterri dans l'eau et j'ai coulé. J'avais tout mon équipement sur moi, plus un sac attaché à ma jambe. J'ai réussi à sortir du fossé. Les soldats que j'ai rejoints faisaient partie de la 82e division. Ils étaient derrière moi. Ils étaient à mes côtés quand j'ai tué un homme pour la première fois. Je me suis senti très seul. Après avoir sauté, il m'a fallu environ 5 heures avant de retrouver l'un de mes amis. La première chose que je me suis dite, c'est « Qu'est-ce que je fais là ?» Je ne m'étais jamais senti aussi seul de ma vie. Early Tuesday morning, landing craft and light warships were observed in the area between the mouth of the Somme and the eastern coast of Normandy. On nous avait dit que les Allemands prendraient position en hauteur, au-dessus de la plage. On savait qu'il y avait des fortifications, on nous avait prévenus. Leurs canons étaient placés de telle façon qu'on ne pouvait pas du tout les voir, à moins de s'approcher de très près. Ils avaient des gros canons qui étaient cachés entre les rochers, par exemple. Il faisait nuit noire, on ne voyait rien devant nous. On a commencé à embarquer les troupes dans les bateaux. On ne savait pas exactement à quel point ce serait infernal, mais on se doutait que ce ne serait pas facile. On nous avait dit que beaucoup d'entre nous ne reviendraient pas. Tout d'un coup, tous les navires dans le Golfe se sont mis à bombarder la plage, les cuirassés, les destroyers et tout le reste. C'était comme le jour de notre fête nationale, en 1000 fois plus impressionnant. La mer s'est illuminée comme un sapin de Noël.
Il était 4h30 du matin. Ils ont canardé la plage. C'était incroyable. Après avoir embarqué les troupes, on s'est dirigé vers le point de rendez-vous avec les autres bateaux. Et on a reçu le signal pour aller débarquer sur la plage. L'eau passait par-dessus bord. On était complètement trempés. D'ailleurs, on a dû utiliser nos casques pour écoper le bateau. Le trajet a été très difficile. On voyait ce qui se passait devant nous. Le 116e régiment se faisait décimer. On savait qu'on allait passer un moment épouvantable. On avait peur de faire le moindre mouvement. Moi, j'avais peur, en tout cas. J'imagine que les autres aussi. Comme tous les autres, j'imagine, je pensais au pays et à ce qui allait nous tomber dessus. On avait une idée de ce qui allait se passer, mais tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas ce que c'est. C'est très différent de tout ce qu'on peut s'imaginer. On savait depuis le début que ce serait terrible, mais tant qu'on n'y est pas, on n'imagine pas quelque chose d'aussi atroce. Je n'étais pas tendu, j'étais mort de peur. Tout le monde avait peur. On était encore des gamins, on avait quoi, 20, 21 ans, 19 ans? Personne ne savait ce qu'était la guerre à ce moment. Maintenant, je sais. Attention, men, attention. From General Eisenhower to all soldiers, sailors and airmen of the Allied... On a reçu le signal pour débarquer sur la plage et pendant qu'on avançait, je me suis dit que ça allait être du gâteau. J'étais persuadé qu'il ne restait personne sur la plage après le bombardement qu'on leur avait infligé. Je voyais leurs soldats. Ils étaient morts de trouille. Ça se voyait qu'ils étaient tendus. We interrupt our program to bring you a special broadcast. Berlin radio says that about 15 Allied cruisers, 50 to 60 destroyers are off Le Havre, guarding great numbers of landing craft, apparently waiting orders to hit the coast. The British-American landing operations against the western coast of Europe, from the sea and from the air, are stretching over the entire area between Cherbourg and Le Havre, a distance of about 60 miles. Il faisait un temps abominable. Il pleuvait, les vagues étaient tellement hautes que les bateaux étaient ballottés. Tous les soldats avaient le mal de mer, ils vomissaient par-dessus bord. On était à environ 500 mètres de la poupe du cuirassé Texas. Il tirait sur la pointe du Hawk avec ses gros canons, et à chaque secousse, on dérivait de 5 mètres sur le côté. On faisait des allers-retours pour décharger, on débarquait des soldats, des poches de sang, des rations alimentaires, des cartouches et bien d'autres choses. C'était un grand dépotoir avec tous ces véhicules et ces péniches de débarquement, les LCM, les LCT qui avaient sauté sur des mines et qui étaient tombés de travers. The greatest fleet of ships ever to set sail. 4,000 ships and thousands of lesser craft. The greatest army ever to strike at a hostile shore. En m'approchant de la plage, j'entendais les balles percuter le côté de mon bateau.
C'est là que je me suis rendu compte que ça ne serait pas du gâteau, en fin de compte. C'était impressionnant. On a commencé à entendre les balles contre le côté du bateau. On savait ce qui nous attendait dès qu'on aurait baissé la rampe. J'ai regardé au fond du bateau. Il y avait 35 soldats et je crois bien que tout le monde croyait en Dieu, parce qu'on faisait tous le signe de croix pendant le trajet. On priait tous. Et à un moment, j'ai regardé à droite et j'ai vu un bateau se faire toucher. J'ai compris ce qui nous attendait. Notre mission consistait à faire sauter tous ces obstacles. Il y avait ce qu'on appelait des hérissons, et il y avait aussi des pieux en bois qui étaient inclinés. Et au sommet de ces pieux, il y avait une mine. Quand la marée montait, les bateaux étaient emportés vers les pieux et les mines explosaient. On nous avait demandé d'effectuer une 50aine de percées pour que l'infanterie puisse débarquer. J'avais un fusil, j'avais une ceinture avec une gourde, des munitions et un fusil. Et j'ai oublié combien de kilos d'explosifs j'avais sur le dos. Je crois que c'était du tétratol. J'ai posé le pied sur la rampe du petit bateau qui m'avait amené là. J'allais sortir. Et au moment où j'ai sauté dans l'eau, il y a eu une explosion. J'ai dû passer quelques secondes sous l'eau, et puis quelqu'un m'a tiré vers le haut. Et je ne voyais plus personne. Je ne voyais aucun membre de mon équipage. J'ai appris plus tard qu'ils avaient tous été tués. J'étais le seul survivant. Pendant que je me rapprochais de la plage, je regardais les autres bateaux et les hommes de bar qui ont paniqué. Ils ont abaissé leur rampe bien avant d'arriver à la plage. C'est pour ça que beaucoup de soldats se sont noyés. Le courant était très fort, les soldats se tenaient par la main. Il y en avait beaucoup qui ne savaient pas nager. L'homme de bar nous a approchés autant que possible. Il s'est bien débrouillé. Il avait une petite carte sur lui. Il nous a laissés très près du rivage. Je ne suis pas certain qu'on était au bon endroit. Mais ça a fait l'affaire. Quand on a débarqué, l'eau nous arrivait juste un peu au-dessus des genoux, heureusement. On ne s'est pas retrouvé dans une eau profonde comme d'autres. Quand j'ai atteint la plage, on a abaissé la rampe et les soldats se sont précipités en avant. Et je les ai vus tomber. Je les ai vus se faire abattre. J'ai vu leur visage exploser. Mon Dieu, c'était horrible à voir. C'est une scène que je n'oublierai jamais. C'est resté gravé dans ma mémoire. Tout le monde est parti, mais il y a un soldat qui ne voulait pas y aller. Il était pétrifié. Il avait vu ce qui s'était passé devant lui. On avait ordre de ne ramener personne, mis à part les blessés et les morts. J'ai levé le bras, je lui ai dit de foutre le camp, et c'est là qu'on m'a tiré dessus. Ils m'ont eu par derrière. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai appelé ma mère. J'étais dans l'eau et j'ai appelé ma mère. J'ai commencé à avoir peur, à me poser des questions seulement quand on a commencé à entendre les balles contre le côté de la barge et dans l'eau. Et quand j'ai vu ce bateau partir en fumée, j'ai prié pour m'en sortir sain et sauf.
Quand la rampe est tombée, on a tous foncé. C'était vraiment la débandade. Tout le monde courait en pensant uniquement à sauver sa peau. Je me souviens des soldats qui me disaient « Avance encore, je ne veux pas me mouiller. » Ils ne se sont pas mouillés, mais ils se sont fait tuer. The beaches of northern France are alive right now with Allied troops. Allied troops landing in wave after wave. On est arrivé à 300 mètres des falaises de la pointe du Hoc. Notre mission était de neutraliser les canons qui étaient pointés sur Omaha Beach et Utah Beach. Sur toutes les plages, il y avait des canons prêts à faire feu. Et très vite, les canons de 88 nous ont pris pour cible et les balles traçantes passaient au-dessus de nos têtes. Tout à coup, alors qu'on n'était plus qu'à 700 mètres de notre but, on s'est fait salement pilonner. Un obus atterrit juste à côté de la proue de notre barge. On a fait un bond en l'air. On était déjà à moitié submergés et le bateau s'est retourné. Ensuite, je me souviens avoir entendu notre capitaine nous donner l'ordre d'abandonner le bateau. De toute façon, on n'avait pas le choix. On a été projetés dans l'eau. On a perdu 5 hommes. Et on a cru que ça serait la fin pour nous tous. Command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. L'eau était toute rouge tellement il y avait eu de blessés. C'était horrible. Ils nous ont cloués au sol. On ne pouvait pas bouger. Si on se levait, c'était fini. À ce stade, c'était à peu près impossible d'appliquer un plan d'attaque en cohésion avec les autres. On n'a pas du tout fait ce qui était prévu. Ça a été chacun pour soi pendant un bon bout de temps. La priorité, c'était de survivre. À un moment donné, j'ai ressenti le besoin urgent de m'adresser à Dieu. Je me souviens avoir levé les yeux vers le ciel et j'ai crié « Demande-moi ce que tu veux, je passerai le reste de ma vie à t'obéir. » Et tout de suite après, la Navy a envoyé des fumigènes loin de nous en contrebas de la plage, près de Vierville. Et la fumée a été emportée vers nous. À ce moment-là, le colonel Cannon, le commandant de mon régiment, est apparu à travers la fumée et il nous a dit « Allez les gars, on fout le camp. Amenez-vous ici, montez sur la plage et courez. » Ça s'est passé très vite. Il a crié « 29e, allez-y !» et on est parti. On a couru et on a atteint une tranchée. On a réussi à monter jusque-là, on était complètement trempés. Et c'est une plage qui doit faire 400 mètres de large. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir, mais je sais que Dieu était de mon côté. Quand j'ai sauté, j'ai perdu l'équilibre. Je me suis retrouvé sous l'eau. Et tout d'un coup, quelqu'un m'a tiré vers la surface. Presque au même moment, un obus de 88 a explosé. L'eau m'arrivait à la taille, je crois. Mais la marée était très basse à cette heure-là. J'ai réussi à ramper vers le haut de la plage. La mer s'était retirée très loin, mais l'eau s'est mise à monter assez vite.
Il n'y avait plus beaucoup de plages. Et pendant que je rampais sur le sable, je regardais derrière moi et j'ai vu ces tanks qui étaient censés flotter. Ils avaient coulé. Ils touchaient le fond. Je suis arrivé en haut de la plage. Un des tanks a réussi à sortir de l'eau, mais il s'est retrouvé coincé. Et il a perdu une chenille sur les petits rochers. J'étais couché sur le sol. Et il n'y avait personne de la Navy autour de moi. On nous reconnaissait facilement parce qu'on avait une bande bleue tout autour de notre casque. Il y avait des hommes de l'armée de terre à 3 ou 4 mètres de moi. Ils étaient au sol avec un médecin. Et ils ont reçu un obus. On appelait ça des 88. Il leur est tombé dessus et ils sont morts. Il y avait des morceaux de corps partout. On voyait beaucoup de corps. Des bras, des jambes. Je me souviens de cet homme. Ça devait être un officier. Il a dit, il y a 2 sortes de personnes sur cette plage, ceux qui sont morts et ceux qui vont bientôt mourir. Ça, je m'en souviens. Pendant que je m'éloignais de la plage, j'ai vu beaucoup de soldats qui flottaient à la surface. C'était vraiment horrible à voir. C'est une vision que j'essaie d'oublier, mais elle revient toujours. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je pense souvent à eux. On était encore des gamins. On était très jeunes. Je n'avais que 19 ans et je pense que j'étais le plus jeune sur cette plage ce jour-là. Tous les autres étaient plus âgés que moi. Ils avaient 23, 24, 25 ans. Voir tous ces soldats qui flottaient, qui mouraient sur cette plage, c'était l'enfer. Ne laissez personne vous dire le contraire. C'était l'enfer. C'était épouvantable. Ce sont des scènes que je n'oublierai jamais. Je n'ai jamais eu aussi peur. Tu as parlé du bombardement naval, c'était impressionnant. On se demandait s'il resterait des Allemands sur les falaises après ça. Je n'en revenais pas qu'ils supportent un bombardement aussi intense. On a été très surpris de devoir affronter une résistance aussi acharnée après un bombardement de cette ampleur. Ils ont bien tenu le coup. Tous nos efforts n'ont pas suffi à anéantir l'efficacité des Allemands. Ils étaient encore en mesure de freiner le débarquement des troupes. Donc, il a fallu tout modifier. Nous avons abandonné le plan initial. Nous nous sommes approchés autant que possible des cibles qui nous avaient été assignées à portée d'Omaha Beach. Chaque destroyer avait une section précise des défenses allemandes à éliminer. Le fameux mur de l'Atlantique. Il y avait une énorme masse de navires, de barges de débarquement qui circulaient dans la zone. Comme nous nous sommes enlisés sur la plage, une grande partie des bateaux qui auraient déjà dû débarquer leurs troupes et repartir étaient encore près du rivage. Il y avait beaucoup de bateaux qui encombraient la plage. Ça aurait été une partie de plaisir si l'artillerie avait mené une attaque à plus grande échelle. Mais ils étaient clairement déterminés à limiter l'offensive à la plage et aux abords de la plage. Après la bataille, on a examiné un blocos. On nous a dit qu'il avait probablement été touché par nos obus, mais il manquait seulement un petit éclat de ciment. Les obus qui n'avaient pas atteint directement leur cible n'ont servi à rien. Ce qui a été très éprouvant pour nous, c'était de tomber sur tous ces morceaux de corps qui flottaient. On devait le signaler.
Certaines personnes étaient chargées de les récupérer. C'est une chose qu'on n'oublie jamais. On garde ça en nous pour toujours. Parfois, j'ai des images qui me reviennent. Je vois des bras, des jambes, des corps. On a perdu beaucoup d'hommes là-bas. Et c'était des gens bien. A landing was made this morning on the coast of France, and German radio stations admit that our troops are now 10 miles inside Europe. Il a été très surpris, parce qu'il avait une confiance aveugle dans les experts de la Kriegsmarine. Ils affirmaient que personne ne pourrait débarquer dans des conditions climatiques pareilles. Le général Eisenhower a pris une décision très courageuse, et ça a été une grande réussite. Mon père, ainsi que d'autres officiers, ne se trouvaient pas sur le terrain à ce moment-là. Il était très contrarié que le débarquement ait lieu en son absence. Vu les conditions météorologiques, les Britanniques et les Américains ont fait preuve de beaucoup d'audace et de courage. Aux alentours de 8 heures du matin, la situation n'était toujours pas claire aux quartiers généraux de mon père et de von Rundstedt. Ils n'étaient toujours pas convaincus qu'il s'agissait bien du débarquement. Mais 1 heure plus tard, tout a changé. Et dès que mon père a compris ce qui se passait, il a appelé son chauffeur. Et il s'est préparé à partir pour la France. Today is a day that no living American can ever forget. Invasion Day. Allied invasion forces have cleared the enemy from all of their beachheads in French Normandy. Today they are fighting their way inland. To report that several beachheads have now been established. Allied forces are slashing their way inland from these beachheads according to the reconnaissance photos. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu peur. Je savais que cette expérience, participer à cette bataille, serait certainement le moment le plus important de toute ma vie. On allait sur la plage pour ramasser les blessés. Pour la plupart, c'étaient des parachutistes des 101e et 82e divisions aéroportées. On s'est aussi occupé d'un pilote de planeur. Il était vraiment dans un sale état. Les médecins ont dit qu'il s'était cassé tous les os du corps. Je l'ai ramené sur mon bateau. We have broken the first German defense line. We've pierced a hole in it. We are 10 miles inside the fortress of Europe, that wall of steel and concrete which Hitler boasted could never be broken. But it apparently has already been broken. Notre mission consistait à rester sur place tant que nous n'aurions pas fait taire toute l'artillerie lourde allemande qui nous menaçait. Les nids de mitrailleuses, les nids de mortiers, les tireurs d'élite. Les destroyers ont persisté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun Allemand qui fasse feu sur nous. Jusqu'à ce que le mur construit par les Allemands soit détruit à jamais. Quand nous sommes arrivés,
nous avons constaté que les hommes qui avaient débarqué se faisaient tuer sur la plage. Je me rappelle, j'ai regardé d'un côté puis de l'autre, et il y avait des hommes sur le sable, à perte de vue. Soit ils étaient morts, soit ils restaient couchés, parce qu'ils n'avaient pas envie de mourir. S'ils se levaient, la seule chose qui les attendait, c'était la mort. Parce que malgré toutes nos tentatives, nous n'avions pas réussi à enrayer la puissance de feu des Allemands. Il a fallu attendre que les destroyers entrent en scène et détruisent leurs plus gros canons et tout le reste de leur arsenal. Et quand le soleil s'est couché, il n'y avait plus un seul Allemand qui nous tirait dessus, que ce soit avec un canon, un pistolet, un fusil, un mortier ou quoi que ce soit d'autre. Le mur mis en place par les Allemands, le mur de l'Atlantique, n'existait plus. Enormous Allied reinforcements have been pouring across the channel and onto the beaches and into the gaps in the Nazi line of steel and cement fortifications along the coast. Supreme Headquarters says initial landings succeed, fighting proceeds. Winston Churchill says that the enemy was surprised by our landings. The airborne troops are well established behind Nazi lines. The Allied forces have penetrated several miles inland. Losses have been far lighter than had been anticipated, and the operation is proceeding in a thoroughly satisfactory manner. And another bulletin just in emphasizes the element of surprise, saying that the Nazis were caught off their guard in an effective surprise by the Allied forces. Although all the beaches on which we have landed have been cleared of the enemy, and some of the beaches have been linked together, the fighting inland is both heavy and general. The first phase of the invasion is going well. The Allies now control about 50 miles of the French coast. Vous êtes déjà retourné au cimetière? Très souvent. C'est un lieu très émouvant, évidemment. Chaque fois que j'y vais, ça me bouleverse. Toute ma vie, je me suis demandé pourquoi je m'en étais sorti alors que tant d'autres n'ont pas eu cette chance. Je ne connais pas la réponse, mais je me le demande depuis toujours. Je me souviens de ce jour après que j'ai été blessé. On était 4 et on pleurait tous. Je n'étais pas le seul. Les 4, quand on a vu ça, on n'en croyait pas nos yeux. Il y avait Brian qui avait fait le séminaire. Je pense que c'est lui qui priait le plus. Je ne suis pas un héros, je vous l'assure. Je ne suis qu'un survivant. Les héros, pour la plupart, ils se trouvent en dessous de ces croix blanches que tout le monde connaît.
Et puis leur mère, leur père, leurs frères, leurs sœurs et même leurs enfants pour certains. Ce sont eux les héros de cette guerre. Nous sommes des témoins maintenant. Je suis content que vous voyiez les choses comme ça et j'espère que vous ne changerez jamais d'avis. Parce que la démocratie et la liberté sont deux choses inestimables. Et je ne m'en rendais pas compte avant de vivre tout ça. J'ai toujours eu le sentiment que quelqu'un veillait sur moi. Regardez ce qui s'est passé. On devait débarquer à 10 heures du matin. Mais on n'est arrivé que le lendemain. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Si j'avais débarqué à 10 heures, je me serais sûrement retrouvé dans l'une de ces tombes. Depuis ce jour-là, et aujourd'hui encore, j'ai de la peine pour tous ces soldats qui sont morts au combat. J'y pense tout le temps. J'ai été très heureux de contribuer à cette guerre et d'avoir eu l'occasion de me montrer utile. Bien sûr. Mais n'importe qui aurait fait pareil à ma place. Je ne sais pas ce que ça veut dire être un héros. Vous pouvez me le dire? C'est vrai que j'ai participé à quelque chose de très important. Mais on avait un travail à accomplir et on l'a fait, c'est tout. Je n'ai fait que mon devoir. Je ne suis pas un héros. Je ne prétends pas être un héros. Ce qui me touche le plus, c'est que c'étaient mes amis, mes compagnons d'armes. On formait une famille, en quelque sorte. On était tous très soudés. Je pense que c'est ça qui est le plus dur à supporter. Ils ont été fauchés au début de leur vie. Ils n'ont pas eu l'occasion de vieillir. C'était encore des gamins. Je crois que la moyenne d'âge de notre régiment était de 21 ans, entre les officiers et les soldats. Ils n'ont pas pu fonder une famille, avoir des enfants. C'est triste. Très triste. Je ne pensais pas que ça m'affecterait autant. Mais on ne peut pas rester insensible face à ça. J'ai toujours été fier d'avoir porté cet uniforme et d'avoir servi aux côtés de ces hommes-là. Je me souviens de ma première nuit en France. J'étais dans un fossé à l'extérieur d'un village qui s'appelle Saint-Laurent. Tu vois où c'est, Don? Oui. J'étais épuisé, j'avais peur, j'étais trempé. Et l'eau était glaciale. Mais d'une certaine façon, j'étais euphorique. Ça peut paraître un peu bizarre, mais j'étais fou de joie d'avoir survécu à cette terrible journée. Et d'être là avec la 29e division. Je sais que c'est un moment que je n'oublierai jamais. Laissez-moi vous dire une chose. Moi qui suis là devant vous, ainsi que ces 3 personnes ici présentes, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on sait ce que c'était. On est des survivants. Les héros, on les a enterrés. Exactement. Il y a des gens qui disent qu'on est des héros, mais non. Ceux qui sont sous les croix blanches, ce sont eux les héros. C'est vrai. C'est comme ça. Mais ça m'a fait plaisir de vous voir, les gars. J'ai été ravi d'avoir fait ta connaissance. Au revoir. Tu vois, tu n'es pas seul. On en est sorti vivant et je remercie Dieu pour ça. Je me demande pourquoi je m'en suis sorti alors que d'autres sont morts. Le sentiment de courir un danger était omniprésent. Et pas uniquement le jour J. Ça a continué les jours suivants et les mois d'après. Finalement, ça a duré toute une année. J'ai eu beaucoup de chance de survivre à tout ça.
On a changé le monde, c'est incontestable. On a contribué à construire un monde meilleur.